Avant leur départ demain en Afrique du Sud, les aigles ont été reçus par le président de la République par intérim. Dioncounda Traoré en a profité pour leur remettre un des symboles de la nation, le drapeau. Aux États-Unis, Obama nomme un républicain au Pentagone. Chuck Hagel, 66 ans, est un ancien sénateur républicain réputé par ses positions de franc-tireur pragmatique. Sport football, 4e sac pour Lionel Messi. À 25 ans seulement, le milieu de terrain argentin remporte le ballon d'or pour la 4e fois consécutive, une première dans l'histoire du football mondial. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par ce communiqué de la présidence de la République sur la tenue des concertations nationales et la préparation de la feuille de route de la transition. Le président de la République informe l'opinion nationale et internationale que les concertations nationales prévues auront bel et bien lieu dans les meilleurs délais possibles et après une préparation minutieuse afin d'en garantir le succès escompté. À cet égard, la composition de la commission d'organisation sera inclusive. Les termes de référence, en particulier l'ordre du jour et la liste des participants, seront consensuels. Quant à la feuille de route de la transition, elle est en préparation. Un avant-projet a été déjà élaboré par le gouvernement. Il sera très prochainement communiqué à l'ensemble des forces vives de la nation ainsi qu'aux partenaires de notre pays pour avis. L'avant-projet enrichi des observations, recommandations et suggestions qui seront faites à cette occasion sera examiné en Conseil des ministres avant d'être transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Cette procédure est dictée par l'extrême urgence qui caractérise les deux volets essentiels de la feuille de route, à savoir la reconquête du nord de notre pays et l'organisation d'élections crédibles. Le président de la République s'est compté sur la bonne compréhension et le soutien de l'ensemble du peuple malien. Avant leur départ en Afrique du Sud, les aigles ont été reçus aujourd'hui par le président de la République par intérim. Dioncounda Traoré les a encouragés à faire mieux à cette édition de la CAN. Le capitaine de la sélection, Seydou Keita, a reçu des mains du président de la République le drapeau national. Khalifa Naman Traoré était à la cérémonie. C'est l'honneur et le très grand plaisir de vous remettre ce drapeau, vert, jaune, rouge, les couleurs du Mali. Je suis sûr que vos camarades et vous-même, vous allez le porter très haut pendant toute la durée de la compétition. Les couleurs nationales remises à Seydou Keita, le président Dioncounda Traoré a voulu par ses gestes transmettre aux aigles le message de soutien et de motivation de tout le peuple malien. Le président de la République par intérim a surtout exhorté les joueurs à faire mieux qu'en 2012. Je pense que vous avez compris tout l'intérêt que l'ensemble des Maliennes et des Maliens n'a cessé de manifester depuis votre dernière prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette prestation qui a été une prestation, disons, de haute facture, a donné beaucoup d'espoir aux Maliennes et aux Maliens. Et moi, je reste convaincu que c'était déjà très bien, mais que vous pouvez encore faire beaucoup plus. Surtout en ce moment où le pays, la nation a particulièrement besoin de votre apport. La situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation gravissime, je pense que le sport peut être un élément extrêmement important pour amener l'espoir, pour amener la cohésion et pour mettre, pourquoi pas, un peu de baume au cœur de tous ceux qui souffrent de martyrs au nord et au sud de ce pays. Je voulais vous dire simplement que nous comptons sur vous et que nous sommes prêts également de notre côté à mettre tout en œuvre pour vous accompagner à la hauteur de nos moyens, bien entendu, et compte tenu, bien sûr, de la situation que nous traversons. Je suis certain que Maliens comme moi, Maliens comme nous tous, vous comprenez
que dans cette affaire, vous avez une mission qui va au-delà du sport. Vous avez une mission qui va au-delà du sport. Et je suis certain que vous en êtes conscient. Et que, bon, vous nous rapporterez peut-être le trophée. Nous sommes avec vous. Nous serons avec vous à chaque seconde. Et je suis sûr que vous relèverez le défi. Les Aigles sont bien conscients qu'une bonne prestation en Afrique du Sud pourrait donner du bonheur à bon nombre de Maliens, surtout en cette période de crise. On sait qu'on va aller à la Coupe d'Afrique, en sachant que notre pays traverse un moment très difficile, très compliqué. On sait que le football peut être un moyen, en tout cas un atout de joie, de compassion. On va essayer de faire le maximum pour tous les pays entiers. Parce que les gens souffrent au nord, mais la vie est très difficile aussi à Bamako et dans les autres régions. Nous, on va essayer de faire le maximum sans se mettre la pression. Essayer de jouer au football le mieux possible, essayer de gagner. En sachant qu'en gagnant nos matchs, certainement les gens au nord et à Bamako vont être heureux. Et j'espère aussi qu'on aura la chance avec nous, parce que ce soit nous les joueurs et aussi notre pays, on a besoin de ça en ce moment. Que les bons dieux nous donnent la paix. Le Mali débutera la CAN contre le Niger le 20 janvier, avant de jouer contre le Ghana le 24 et le 28 janvier face à la République démocratique du Congo. Cet autre communiqué, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité invite l'ensemble du peuple malien à ne pas céder non seulement à la propagande tendant à saper le moral de nos populations, mais aussi des fausses informations sur l'état de nos troupes et la situation sur le terrain. Dans le souci de vous édifier sur la situation à temps réel, vous serez périodiquement informés par nos structures spécialisées, profondément préoccupées par les activités visant à compromettre les acquis sur le plan national et international, précise que le seul souci du comité militaire reste et demeure la préparation des forces de défense et de sécurité pour les missions qui les attendent. Prie l'ensemble du peuple à mettre de côté les divergences d'autres ordres, de se réunir autour de nos forces de défense et de sécurité, les soutenir à plus que jamais face à l'urgence qui n'est autre que la libération des zones sous occupation, signé le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Cet autre communiqué de presse du ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que dans l'après-midi du lundi 7 janvier 2013, des terroristes et islamistes armés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans Sardine et du Moujao ont tenté un mouvement de force sur les positions avancées des forces armées et de sécurité maliennes aux alentours de la localité de Kona, dans le cercle de Douanza. Les forces armées et de sécurité maliennes ont repoussé cette tentative d'attaque. Contrairement à certaines allégations diffusées, tous les effectifs des forces armées et de sécurité sont au grand complet sur la ligne de front et n'ont subi aucun dommage. À ce jour, nos forces tiennent fermement leur position. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue le comportement patriotique de nos soldats et les exhorte à poursuivre la mission. Le ministre appelle les populations à garder leur calme tout en les invitant de continuer à apporter leur soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité du Mali. Plutôt la mort que la honte. Pour une sortie de crise, les Maliens doivent se retrouver autour d'une même table et parler le même langage. C'est l'avis d'une coalition pour les concertations nationales immédiates et souveraines. Cette coalition vient d'élaborer une plateforme dans laquelle elle demande la tenue sans condition et sans délai des assises nationales. Le contenu du document a fait l'objet d'une conférence de presse. La coalition s'est aussi prononcée sur le vote par l'Assemblée nationale de la feuille de route du gouvernement de transition. Le reportage de Bourama Traoré.
Encore un appel au dialogue maliano-malien sur la crise institutionnelle et sécuritaire. Il vient d'une nouvelle coalition de plusieurs regroupements politiques. La coalition a rencontré ce jeudi la presse. L'objectif est de partager avec les confrères le contenu de sa plateforme, un document dans lequel elle exige la tenue sans délai des assises nationales et fixe même les dates. Les concertations nationales souveraines doivent se tenir immédiatement et sans condition du 10 au 15 janvier 2013. Ces résultats sont réputés d'application obligatoire et immédiate. Si les concertations nationales ne se tiendraient pas à ces dates, que va-t-il se passer? Principale question à laquelle se sont intéressés les confrères. En réponse, le conférencier dira sans précision que d'autres dispositions seront prises pour la satisfaction de cette revendication. Le professeur Younous Amédiko précise également que la coalition s'oppose à l'adoption de la feuille de route du gouvernement par l'Assemblée nationale. Nous sommes déterminés à nous opposer par tous les moyens de droit à toute tentative de faire adopter tout projet de loi par une Assemblée nationale ne détenant plus le suffrage universel. Pour se faire entendre, la coalition prévoit l'organisation d'un sitting à la place de l'indépendance et d'une marche pacifique. Des activités contenues dans la plateforme paraphée par les représentants des regroupements membres de la coalition. Le président du CNID Fassohiri Ouattong a rencontré la presse ce matin avec les journalistes. Il a partagé les points de vue de son parti sur la situation au Mali. Maître Moutaga Tall pense qu'une sortie de crise passe impérativement par l'union sacrée de tous les Maliens autour des institutions de la République. Ibrahima Traoré, reportage. Le président du CNID Fassohiri Ouattong monte au créneau pour dénoncer les agendas particuliers et les ambitions personnelles qui se dessinent au Mali. Moutaga Tall estime que la maison paternelle continue à brûler. La question, dit-il, n'est pas de savoir qui a mis le feu, mais comment éteindre l'incendie, ce qui passe impérativement, selon lui, par une union sacrée de tous les Maliens autour des institutions de la transition. Que tous les Maliens s'entendent, s'organisent, conjuguent leurs efforts pour aider le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, l'Assemblée nationale, les forces armées de sécurité et les autres institutions. C'est à ces prix et à ces prix seuls que nous pourrions créer les conditions de résorber la crise institutionnelle et de faire face à la libération des régions aujourd'hui sous occupation. Les Maliens n'ont que trop souffert. Que les discours cèdent enfin la place aux actes, soutient le président du SNID. S'exprimant sur la situation au nord du Mali, Moutaga Tall pense qu'aujourd'hui, les groupes armés ne seront sensibles qu'à un véritable coup de force. Ces négociations ne pourront aboutir que si nous préparons la guerre. C'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas demander et croire que gentiment, quelqu'un qui a pris les armes contre son propre pays partira parce que quelqu'un de bien gentil vient de lui demander tout aussi gentiment. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la tenue d'un débat national qui reste d'actualité pour le CNID Fassohiri Ouattong. Le parti invite également le gouvernement à travailler davantage pour faire face aux problèmes de l'école, de l'emploi des jeunes ou encore à la situation humanitaire à travers tout le pays. Le centre hospitalo-universitaire du Point G dispose désormais de 2 nouveaux incinérateurs biomédicaux. Ils ont été remis cet après-midi au ministre de la Santé par le directeur de Total Mali. Ces équipements qui ont coûté plus de 9 millions de francs CFA ont une capacité de 500 kg de déchets biomédicaux par heure. Le compte-rendu de Abdrahman Mega. Pour mieux traiter n'importe quelle maladie, il faut être dans un cadre propre dégagé de toute saleté. Voilà le message fort compris par Total Mali à travers ce don d'incinérateurs. D'un coût total de plus de 9 millions de francs CFA, ces 2 équipements destinés à incinérer les déchets biomédicaux se composent chacun d'un dynamomètre, d'un système combustible et d'un incinérateur. Ils permettront au centre hospitalo-universitaire du Point G de traiter environ 500 kg de déchets biomédicaux par heure. Nous avons 3 priorités, donc santé, éducation et développement social. Au-delà des symboles, Total Mali réaffirme son engagement d'entreprise citoyen qui continuera à contribuer à l'amélioration au bien-être des populations maliennes. Ce don, selon le ministre de la Santé, Zoumana Makadi, s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions urgentes de son département.
Par cette politique, le ministère de la Santé ambitionne d'améliorer l'hygiène dans tous les hôpitaux et les centres de formation sanitaire. C'est l'occasion de vous remercier très sincèrement pour ce don qui, de mon point de vue, est plus important en impact et en effet indu sur la santé que par son montant. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Directeur, souhaiter votre accompagnement pour la suite de notre politique d'amélioration de l'hygiène dans les hôpitaux et formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire. Au cours de son intervention, le directeur de Total Mali a promis au ministre de Makadji que dans les prochains jours, son entreprise remettra au département de la santé 4 autres incinérateurs destinés au traitement des déchets biomédicaux spéciaux. Cet ensemble d'actions traduit, si besoin n'était, la ferme volonté de cette entreprise à renforcer le partenariat public-privé. La 7e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale a examiné et adopté les rapports d'activité et financiers de l'année passée et validé le compte-rendu de la session précédente. Cette session se veut optimiste au regard de la progression du budget annuel de 2013 à l'Ousseini Touré. Des avancées significatives et des innovations de taille, c'est ainsi que l'on peut résumer le 7e exercice du conseil d'administration de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Un exercice qui, malgré le contexte difficile de l'année 2012, donne des motifs d'espoir. Grâce à ses actions novatrices et à son approche dynamique, les partenaires de l'agence l'ont soutenu dans la mise en œuvre de nombreux projets. Je peux citer l'extension de la flotte mobile de 500 à 600 lignes, le développement et la mise en œuvre d'une nouvelle application pour l'analyse automatique des données envoyées depuis la flotte, la mise en place d'une nouvelle plateforme pour la messagerie professionnelle, d'un annuaire des numéros de la flotte couplé à la technologie de la géolocalisation de Google. L'année 2012 a été notamment marquée par le lancement de Kenya Wari. L'agence a atteint 80% de ses objectifs et projette de nouvelles actions pour 2013 avec un budget annuel en nette augmentation. Le ministre de la Culture a rencontré cet après-midi les responsables de la Fédération des artistes du Mali et l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali. Ils ont échangé sur les préoccupations des deux bureaux. Le compte-rendu de Agibou Koulibaly. Le monde des arts et de la culture dans notre pays est aujourd'hui scindé en Fédération des artistes du Mali et en Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le devenir de la culture malienne. C'est pour cette raison que le ministre de la Culture a voulu rencontrer les deux bureaux pour un échange fructueux. C'est seulement dans l'union de l'ensemble des artistes, de l'ensemble des acteurs et des opérateurs culturels que nous atteindrons ces objectifs. Mon souhait aurait été de vous retrouver tous ensemble. J'espère que ce n'est que partie remise, pour m'adresser à vous tous ensemble, partager avec tous ensemble, créer cette union des cœurs et des esprits dont ce pays, en dehors de notre sphère, a tant besoin aujourd'hui. Occasion pour les deux structures d'expliquer au ministre Maïga leurs préoccupations. On a des problèmes de subvention pour le fonctionnement de la fédération et aussi d'une manière générale les artistes ont beaucoup de problèmes, surtout les artistes musiciens et les cinéastes pour la piraterie, donc c'est un manque à gagner pour la musique malienne, donc ça c'est des problèmes qui nous préoccupent. On nous a promis de nous rencontrer pour que nos cahiers de doléances que nous avons présentés à la dernière réunion à l'Assemblée générale, nous puissions les reprendre et avec lui discuter et enfin de trouver des voies et moyens pour en tout cas permettre aux artistes de rentrer dans leurs droits. La visite guidée des locaux du siège de la FEDEMA a été l'un des temps forts de cette rencontre du ministre de la Culture avec les artistes du Mali. Les gestes de solidarité se multiplient en faveur de l'armée malienne. Le Haut Conseil islamique de Kati a remis cet après-midi une somme de 500 000 francs CFA
au ministère de la Défense et des anciens combattants. Le geste est une contribution de l'ensemble des mosquées de la ville de Kati. Un geste plein de signification car il encourage les forces de défense et de sécurité pour la reconquête des régions occupées. Le général de brigade Mamadou Idrissa Koulibaly a, au nom du ministre de la Défense et du gouvernement, remercié les donateurs. Actualité hors de chez nous, en visite à Abidjan, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a plaidé hier pour un deuxième miracle économique ivoirien fondé notamment sur la bonne gouvernance après qu'une longue décennie de crise politique a éprouvé le pays. La patronne du FMI a salué la réforme de la filière cacao lancée en 2011 ainsi que la réduction des subventions de l'État dans le secteur très sensible de l'énergie. Séance extraordinaire du Parlement ivoirien pour une invitée de marque, Christine Lagarde. La présidente du Fonds monétaire international est restée 3 jours à Abidjan. Devant les députés, évoquant le miracle économique ivoirien des années 60-70, elle a dit sa confiance dans l'avenir du pays. L'heure d'un deuxième miracle ivoirien est venue. Vous avez subi les affres de la guerre civile et surmonté le conflit et la division pour avancer vers l'unité et la réconciliation, qui sont, vous le savez, des paramètres indispensables à l'accomplissement économique. Pour la patronne du FMI, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, avec 8,5% de croissance en 2012. Le fruit d'une bonne politique a-t-elle salué, celle du président Ouattara, que Christine Lagarde incite à favoriser la formation, l'investissement privé et une meilleure répartition des richesses. Message entendu, assure le numéro 1 ivoirien. Nous attachons beaucoup de prix à renforcer le côté social, améliorer le quotidien de nos compatriotes parce que le pays s'est appauvri considérablement au cours des dernières années, des 10 dernières années. Mais après les bons points, il y a aussi des progrès à accomplir. La Côte d'Ivoire peut compter sur l'aide du FMI, mais sous certaines conditions. Ça signifie d'abord extirper la corruption du corps politique et centrer et renforcer le rôle de l'État dans ses compétences primordiales, à savoir promouvoir la stabilité économique, garantir les services sociaux de base à tous les citoyens, offrir un environnement propice à un secteur privé dynamique et prospère. Enfin, Christine Lagarde souligne l'importance de parvenir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Elle rappelle que la sécurité reste l'un des grands points faibles de l'Afrique de l'Ouest. Le président centrafricain François Bozizé a déclaré aujourd'hui à Bangui qu'il ne voulait pas négocier son départ réclamé par la rébellion qui tient la majeure partie du pays. Les délégations du pouvoir et de l'opposition de Centrafrique ont rejoint ce jour à Libreville les représentants de la rébellion pour engager de cruciales et difficiles négociations de paix sous l'égide des pays d'Afrique centrale. À quelques heures de l'ouverture des négociations de paix entre pouvoir et rébellion, le cœur politique de la Centrafrique bat désormais à Libreville. Dès lundi soir, la délégation de la rébellion Séléka, emmenée par Michel Djotodia, en tenue militaire, est arrivée dans la capitale gabonaise et s'est montrée peu loquace. Après un léger retard, les délégations du pouvoir et de l'opposition politique sont-elles arrivées ce mardi matin. À leur départ de Bangui, les deux camps affichaient bonne volonté et sérénité. Mais nous partons avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction que de cette rencontre, des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Nous allons dans l'esprit de démocrates, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles. Nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Et donc c'est autour de cela que nous allons discuter. L'avenir du président Bozizé, qui a rencontré lundi son homologue congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, sera au cœur des négociations. Les rebelles qui contrôlent la majorité du pays exigent son départ, alors que le président centrafricain veut mener à terme son deuxième mandat, c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'en 2017.
Aux États-Unis, Barack Obama renouvelle son équipe de sécurité. Il a nommé hier un républicain au Pentagone et un de ses proches à la tête de la CIA. Ces nominations sont cruciales pour le deuxième mandat du président américain qui a demandé au Congrès de les confirmer rapidement. Le président américain a procédé lundi à 2 nominations au sein de son équipe, donnant le ton des politiques de défense et de sécurité qu'il entend mener au cours de son deuxième mandat. Sans surprise, Barack Obama a désigné John Brennan, son proche collaborateur sur l'antiterrorisme depuis 4 ans, à la tête de la CIA en remplacement de David Petraeus. Plus inattendue est toutefois la désignation du sénateur Chuck Hagel en remplacement de Leon Panetta à la tête du Pentagone. À 66 ans, ce républicain, vétéran de la guerre du Vietnam, est réputé pour ses positions de franc-tireur pragmatique. Accusé de tiédeur à l'égard d'Israël, il s'est illustré par son opposition aux guerres d'Afghanistan et d'Irak et aux perspectives d'une guerre avec l'Iran. Chuck sait que la guerre n'est pas une abstraction. Il comprend qu'envoyer les jeunes Américains se battre et saigner dans la poussière et la boue est quelque chose que nous ne faisons que lorsque c'est absolument nécessaire. C'est reconnaître que quand il s'agit de défendre notre pays, nous ne sommes ni démocrates ni républicains, nous sommes américains. Même si ces nominations doivent encore être entérinées par le Sénat, Chuck Hagel s'est aussitôt montré disponible. Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de continuer à renforcer notre pays et les alliances de notre pays et faire avancer la liberté, la morale et l'humanisme, et de construire un monde meilleur pour le genre humain. Chuck Hagel s'est efforcé d'assurer Israël de son soutien total, mais sa nomination est perçue comme un défi par le Premier ministre israélien qui a rappelé ses priorités. Le grand danger pour le monde ne vient pas des Juifs qui construisent dans notre capitale ancestrale Jérusalem. Il vient des armes nucléaires iraniennes, ces armes qui se construisent en Iran. Il vient d'armes chimiques en Syrie qui tomberaient en de mauvaises mains. Barack Obama a en tout cas demandé au Sénat d'entériner au plus vite ces nominations pour que le pays et les Américains restent en sécurité. Retour à l'actualité nationale en première région, célébration le week-end passé des 100 ans de la paroisse Notre-Dame de la Merci de Kakulu. Ce centenaire qui a regroupé les fidèles chrétiens venus de tout le Mali et d'Europe a été marqué par des prières, des bénédictions et des chants religieux, le tout sous les notes des chorales de Kaï et de Kakulu. Cette grande cérémonie a aussi enregistré la présence de l'archevêque de Bamako, Jean Zerbo, et du père Bob Idriss, un père belge qui a servi l'Église pendant 50 ans dans la région de Kaï. Jafar Haïdara. Il y a 100 ans, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est parvenue sur la terre de Kakulu. Cependant, c'est à Dingira que les pères du Saint-Esprit étaient d'abord installés il y a 120 ans. À leur suite, la paroisse a été transmise aux pères blancs qui, en 1913, l'ont transférée à Kakulu. 3 prêtres sont issus de la paroisse de Kakulu, feu l'abbé Pierre Kanouti, feu l'abbé Sylvain Camara et aujourd'hui l'abbé Sylvain Camara Junior. Ce centenaire a débuté par la bénédiction de la grotte dirigée par le père Bob Idriss, venu de la Belgique. Cet homme a passé 50 ans de sa vie ici, dans la région de Kaï, pour véhiculer le message du Christ. Ensuite, ce fut la grande messe du centenaire qui a regroupé les fidèles chrétiens venus de toutes les régions du pays. Cette messe était présidée par l'administrateur apostolique et officiée par l'archevêque de Bamako, Jean Zerbo. Nous sommes venus d'abord pour rendre grâce à Dieu, le travail accompli à travers leurs œuvres. Nous avons été à un lieu de pèlerinage, Dingirai. C'était vraiment hier, c'était une visite avec beaucoup d'émotion. Je lance un appel pour qu'on puisse revaloriser cette zone qui a été aussi le lieu où nous avons des tombes de missionnaires. Tout homme cherche Dieu. Et Dieu cherche les humains. Et les prophètes, justement, sont les envois de Dieu pour manifester cette recherche de l'homme. Tout le monde était là, recueilli. Alors là, on ne distingue même pas qui était chrétien, qui était animiste, qui était musulman. Si nous célébrons 100 ans, ça veut dire qu'il ne faut pas croiser les bras. Il faut repartir. Ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Les invités d'honneur de ce centenaire étaient Bob Idriss de la Belgique et le maire de la commune 2 du district de Bamako, une commune jumelée à celle de Kakulu. Si pour une fête chrétienne, nous sommes invités, ça ne fait que vraiment nous reconforter. Nous avons vraiment
tenu à être là, à partager avec eux cette fête qui réellement a été une réussite totale. Plusieurs activités ont marqué ce centenaire, parmi lesquelles les recueillements sur les tombes des premiers missionnaires blancs venus à Kakoulou. Ce centenaire a pris fin par une soirée culturelle. En deuxième région, le village de Sorontigila, situé à 45 km de Didjeni, vient d'avoir sa toute première école. L'édifice dont les travaux ont coûté 20 millions de francs CFA est l'œuvre de l'ONG Humanity First. Autre bonne nouvelle pour les habitants de Sorontigila, c'est le démarrage des travaux d'une mosquée dont la première pierre a été posée. Le compte rendu depuis Koulikoro de Fousseni Tunkara. Bâtie sur 1 hectare, l'infrastructure scolaire comprend 3 classes équipées, une direction et 3 toilettes. Coût total des travaux, 20 652 754 francs CFA, entièrement financé par l'ONG Humanity First, qui a pour slogan « L'amour pour tous, la haine pour personne ». Humanity First est une ONG caritative à but non lucratif qui est établie maintenant dans 39 pays. Donc Humanity First entreprend plusieurs projets pour le développement humanitaire. Et nous avons ici le projet de l'éducation pour tous. Et Humanity First a également des projets pour le développement communautaire, comme l'eau pour la vie, où nous réhabilitons et créons des forages. Humanity First a été créé dans les années 1990. En coupant le ruban symbolique, l'ONG Humanity First met fin à un véritable parcours du combattant pour les enfants de Sorontigila. Ces derniers faisaient plus de 15 km à pied pour regagner l'école dans une localité voisine. Pour les autorités communales et les parents d'élèves qui se réjouissent de la réalisation, cette école permettra d'augmenter le taux de scolarisation des enfants de leur localité. Les actions que cette ONG mène répondent aux préoccupations de nous les élus. Nous nous engageons à désirer convenablement cette école pour l'avenir de nos enfants. Le village de Sorontigila bénéficiera également bientôt d'une mosquée dont la première pierre a été posée. Autre réalisation à l'actif de l'ONG Humanity First, la radio communautaire à Didjeni, les installations solaires et les châteaux d'eau de 10 000 litres à Farako avaient été auparavant visités. Actualité culturelle sortie en salle du film aujourd'hui du franco-sénégalais Alain Gomis. C'est un film qui relate la dernière journée d'un jeune Sénégalais qui sait que la mort l'attend à la fin du jour. Il offre également quelques témoignages authentiques qui décrivent l'exaspération d'une population à bout, épuisée par des conditions de vie difficiles. L'identité, l'étrangeté de la condition humaine, telles sont les questions récurrentes dans l'œuvre de Alain Gomis. Le réalisateur franco-sénégalais poursuit son interrogation avec aujourd'hui un long métrage qui sort mercredi dans 20 salles en France, dont 4 à Paris. Ça c'est quelqu'un. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir dire au revoir à Sacha. Aujourd'hui, c'est la dernière journée sur Terre d'un homme, une célébration du présent. Et c'est pas tellement un film sur la mort, c'est surtout un film sur la vie, quoi. C'est un film qui célèbre la vie. Et donc voilà, c'était s'interroger avec ce personnage sur qui a la possibilité de dire au revoir, qui a la possibilité de faire le point. De faire le point, de repasser sur sa vie, de revoir les personnes importantes dans sa vie, de revoir son premier amour. Et ta femme ? Tu aurais pu l'amener, histoire que je la tue. Derniers adieux, dernière visite, autant d'occasions pour le réalisateur de faire passer son personnage du drame à la tragédie au cours d'une déambulation dans la ville de Dakar. Il y a cette proximité tout le temps entre le tragique et le comique. Il y a à la fois une grande légèreté, à la fois une grande profondeur. Le film il est conçu comme un voyage dans le temps, comme un voyage dans l'espace et dans la ville de Dakar. Voyage mental, voyage physique que le spectateur fait aussi, car l'homme est quasiment muet face à l'imminence de la fin. En revanche, il écoute, il regarde, et le spectateur avec lui, les multiples petits détails du quotidien. D'où une impression de flotter savamment organisée par le réalisateur, pour qui faire un film, c'est faire partager une expérience dans laquelle l'intensité vaut bien l'action. Cette information qui vient de nous parvenir, les 23 aigles qui doivent participer à la CAN 2013 sont connus.
La liste a été dévoilée ce soir à l'issue du match amical entre l'équipe A et B. Mahamadou Diarra Djila, Abdou Traoré, Germain Berthier, Tongo Ahmed Doumbia et Moustapha Yatabare n'ont pas été retenus. Suivons ensemble la liste avec le sélectionneur Patrice Carteron. Ses propos sont recueillis par Khalifa Naman Traoré. Le groupe des 23 retenus, les Aigles du Mali pour cette CAN en Afrique du Sud. Les 3 gardiens de but sont Mamadou Samassa, Soumaïla Diakité, Ali Irango. On a ensuite 8 défenseurs. La famille Koulibaly, Police Adama, Idrissa Koulibaly, Salif Koulibaly et Ousmane Koulibaly. On a ensuite Mola Wagé, Mamadou Ndiaye, Fousseni Diawara et Adama Tamboura. 7 milieux de terrain. Kalilou Traoré, Mahaman Traoré, Samba So, Samba Diakité, Sédou Keïta, Sambou Yatabare, Momo Sissoko. Et enfin 5 attaquants ou joueurs offensifs à votre convenance. Cheikh Tidiane Diabaté, Modibo Maïga, Sigamari Diarra, Fantamadi Diarra, Mahamadou Samassa. Les 5 joueurs qui ne sont pas dans le groupe: Tongo Doumbia, Moustapha Yatabare, Abdou Traoré, Germain Berthier, et une pensée particulière pour Djila Diarra qui est blessé et ne peut pas participer à la compétition et qui, durant ces derniers jours, est resté avec le groupe afin de transmettre ce qu'il avait à transmettre à ses coéquipiers. Contrairement à ce qu'a pu être dit dans les 48 dernières heures, le forfait de Mamadou Samassa est une invention journalistique, de même que le fait que Kalilou Traoré ne soit pas dans la liste. Qu'on l'appelle pour lui dire qu'il n'était pas dans la liste, c'était pas très sympathique, mais bon, c'est pas grave. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire comme info. On s'envolera à partir de demain pour l'Afrique du Sud à Port-Elizabeth, comme vous le savez. Si jamais il devait y avoir malheureusement un forfait dans les jours à venir, on s'est organisé aussi en fonction, que ce soit aux différents postes en amont. Bon, je ne peux pas communiquer les joueurs qui viendraient éventuellement, parce que ce serait mauvais signe, mais pour l'instant, tout le monde va bien. Voilà les 23 aigles qui participeront donc à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Une liste donnée ici par le sélectionneur national Patrice Carteron. Et il faut retenir que Mahamadou Diarra Djila, Abdou Traoré, Germain Berthier, Tongo Ahmed Doumbia et Moustapha Yatabare n'ont pas été retenus. Les Aigles ont donc battu la sélection locale en match amical cet après-midi par 3-0. Sigamari Diarra, Cheikh Tidiane Diabaté et Cheikh Fantamadi Diarra sont les buteurs. Sport football, mais hors de chez nous, Lionel Messi qui a reçu le Ballon d'Or 2012. À 25 ans seulement, le milieu de terrain argentin remporte le trophée pour la 4e fois, un record. Il devance désormais toutes les autres légendes du sport, à commencer par Platini, Cruyff et Marco van Basten. Il n'est pas prêt d'arrêter de signer des autographes. À 25 ans, Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à remporter pour la 4e fois consécutive le Ballon d'Or. L'Argentin a remporté 42% des suffrages des capitaines des équipes nationales, des sélectionneurs et des journalistes internationaux, loin devant le Portugais Cristiano Ronaldo, 2e, et l'Espagnol Andrés Iniesta, 3e, son coéquipier du Barça. Lionel Messi a reçu lundi son trophée à Zurich. Je suis évidemment très heureux. C'est un grand honneur de gagner cette récompense une nouvelle fois. Une cérémonie ternie par les manifestations racistes récurrentes lors des matchs de football. Andrés Iniesta et Cristiano Ronaldo sont revenus sur le dernier incident en date il y a moins d'une semaine lors d'un match amical du Milan AC. C'est incroyable. Selon moi, ça ne peut pas exister. C'est juste un match de football. Et les gens devraient s'amuser dans les stades et pas assister à ce genre de choses. Parce que ce n'est pas bon pour nos fils, pour les gens, pour les supporters. Ce qui est triste, c'est que ces choses-là arrivent. Elles continuent d'arriver encore et encore. Ce qui serait bien, c'est que cette minorité de gens soit sanctionnée ou que leur attitude soit recadrée d'une façon ou d'une autre.
Au-delà des mérites de l'attaquant argentin qui totalise 91 buts inscrits toutes compétitions confondues l'année dernière, nombreux sont ceux qui déplorent l'incongruité d'une récompense individuelle dans un sport collectif. Un trophée qui, une fois de plus, fait la part belle aux attaquants au détriment des autres postes de joueurs, 11 attaquants sur les 23 présélectionnés pour le Ballon d'Or 2012. Championnat national de Ligue 1, 8e journée, la Somme a réalisé sa deuxième victoire contre l'USFAS, 1-0 en première heure. La Jeanne d'Arc et le COB ont fait match nul 0-0. Les deux rencontres ont eu lieu au stade du 26 mars. Diarra Konaté. Difficile adaptation de l'USFAS à la Ligue 1. Après leur retour de la Coupe d'Afrique militaire, les USFASiens ont fait 3 matchs sans victoire. La Somme, pour le compte de cette 8e journée, réalise sa deuxième victoire contre les militaires battus 1-0. Les 90 minutes ont été marquées par des séquences de jeu bien élaborées. Mais la concrétisation des actions offensives était difficile pour les attaquants. Ibrahim Traoré, après avoir essuyé devant le portier isfacien à la 31e minute, revient à la charge pour marquer l'unique but de la rencontre à la 32e. L'ISFAS va réagir sans succès avec des situations de but sans commentaire. Il faudra essayer quand même de nous remettre en cause pour travailler avant le match prochain. Il faut reconnaître que devant aussi, les attaquants ne sont pas du tout lucides. Sinon, tactiquement, l'équipe a très bien joué, mais arrivé devant, on a des problèmes. Donc à ce niveau aussi, il faut qu'on travaille beaucoup, sinon c'est un problème. On a mis une stratégie en place, ils ont un style de jeu qu'on a bien étudié. On sait que c'est une équipe qui joue sur de longues balles. Ils aiment les duels, donc j'ai dit à mes jeunes, on va essayer de jouer. Quand on a le ballon, on récupère le ballon, on va essayer de jouer un peu plus vite, les prendre un peu à défaut, parce que c'est une équipe qui n'est pas technique. La seconde opposition met aux prises la Jeanne d'Arc de Bamako et le club olympique. Les Olympiens, après leur dure bataille en déplacement de 1 face à l'AS Bagadjan, le COB n'arrive pas à se remettre contre la GIA, après quelques occasions de but manquées dans une rencontre musclée. La Jeanne d'Arc et le club olympique se neutralisent finalement. 0-0, score final. Les acteurs ne mettent plus les séances d'entraînement à profit. On s'entraîne beaucoup devant les buts, mais au match, ça n'arrive pas à donner fruit, quoi. Vous voyez, moi-même, j'ai raté plus de 3. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets quand même, oui. Chaque fois, en entraînement, nous, on travaille dans les buts. Mais dans le football, aujourd'hui, malien, vraiment, dans les buts, ça ne va pas. Chaque fois, on essaie de marquer le but. On ne sent même pas, il y a des attaquants devant. Mais on est là à travailler, ça va marcher, Inch'Allah. L'application et l'engagement des joueurs dans le jeu restent déterminants dans la victoire. Il existe désormais un système de transfert d'argent de la France vers la région de Caille, un système mis en place par le CAMID, Centre d'appui à la microfinance et au développement en partenariat avec la BDE et ADA, appui au développement autonome de Luxembourg. Pour en savoir davantage, suivez un reportage de Siaka Konaté tout juste après ce journal. Je vous reprends ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que dans l'après-midi du lundi 7 janvier 2013, des terroristes et islamistes armés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans Sardine et du Moujao ont tenté un mouvement de force sur les positions avancées des forces armées et de sécurité maliennes aux alentours de la localité de Konna dans le cercle de Mopti. Les forces armées et de sécurité maliennes ont repoussé cette tentative d'attaque. Contrairement à certaines allégations diffusées, tous les effectifs des forces armées et de sécurité sont au grand complet sur la ligne de front et n'ont subi aucun dommage. À ce jour, nos forces tiennent fermement leur position. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue le comportement patriotique de nos soldats et les exhorte à poursuivre la mission. Le ministre appelle les populations à garder leur calme tout en les invitant de contribuer à apporter leur soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité du Mali. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et merci de rester de cœur et d'action avec nos parents des régions sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir et à demain.